En terre du milieu, peu d'objets semblent aussi simples et puissants qu'un bâton de magicien. Un morceau de bois façonné par le temps, tenu par des mains ancestrales, et pourtant capable de défier les rois, de briser les sorts, et même de défier les ténèbres ancestrales. Pour beaucoup, un bâton n'est qu'un symbole, mais en vérité, c'est un lien. Un canal entre la volonté du magicien et les forces profondes du monde, le miroir de son esprit, de son dessein et, parfois, de sa chute. La dernière fois que Saruman a levé son bâton, il n'a pas seulement lancé un sort, il a scellé son propre destin. Lorsque Gandalf manie le sien, ce n'est pas pour régner, mais pour protéger. Et lorsqu'un bâton se brise, ce n'est pas le bois qui est détruit. C'est la loi du pouvoir elle-même qui est brisée. Il existe une loi ancestrale plus ancienne que les royaumes des hommes, plus profonde que les livres des sages. Une loi qu'aucun magicien ne peut enfreindre sans en payer le prix. Aujourd'hui, nous remontons aux origines. Nous allons découvrir pourquoi les baguettes des sorciers ne sont pas de simples outils, mais les clés d'un pouvoir qui ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Et nous comprendrons pourquoi il est dit en terre du milieu, celui qui brise la baguette d'un sorcier brise son destin. En terre du milieu, le bâton d'un magicien n'était jamais un simple outil. Ce n'était pas un objet ordinaire que l'on prenait, utilisait ou rangeait. Il faisait partie intégrante de son être, une manifestation physique de la volonté, de la mémoire et de la mission que lui avaient confié Bossaïr les puissances d'au-delà du monde. Bien avant que les Istari n'atteignent les rivages, on savait qu'un bâton est plus que du bois, c'est un témoin. Chaque bâton porte une histoire inscrite dans ses fibres. Le bois dont il est fait n'est pas choisi au hasard. Souvent, on sélectionne des arbres qui poussent dans des lieux où le monde est encore profondément lié à ses forces primordiales, le long d'anciens lits de rivières, dans des forêts oubliées ou sur les flancs de montagnes qui ont entendu les premiers chants de la création. Lorsqu'un magicien reçoit son bâton, quelque chose d'invisible se lie à lui. Une connexion silencieuse, indescriptible. Pour Gandalf, son bâton n'a jamais été un symbole d'autorité au sens conventionnel du terme. C'était un monument à sa mission, un rappel que son pouvoir ne provenait pas de lui-même mais d'une vocation supérieure. Chaque sort qu'il lançait grâce à son bâton était moins un acte de domination qu'un acte de guidance. Le bâton dirigeait, rassemblait et façonnait ce qui était déjà présent dans le monde. Sans lui, Gandalf restait puissant, mais avec lui, sa force devenait claire, concentrée et liée à un but. Pour Saruman, cependant, le bâton prit une signification différente. Ce qui avait commencé comme un symbole de responsabilité devint, pour lui, un symbole de supériorité. Son bâton n'était plus un simple conduit, mais un sceptre, un symbole de domination, un instrument d'orgueil. Plus il s'éloignait de son but initial, plus sa volonté fusionnait avec le bâton, et plus cette union devenait dangereuse. La tradition ancestrale des Istari affirme que le bâton d'un magicien ne doit pas se briser tant que son cœur reste serein, car le bâton reflète l'état intérieur de celui qui le porte. Lorsqu'un bâton se brise, ce n'est pas une perte accidentelle, c'est un châtiment, la révélation de ce qui s'était déjà effondré en lui. Lorsque Gandalf brisa le bâton de Saruman, un événement bien plus profond se produisit que beaucoup ne l'imaginaient. Ce n'était pas simplement le signe de sa victoire, c'était la rupture définitive de Saruman, son abandon de sa mission, de son rôle dans l'ordre du monde. Avec l'éclatement du bois, le lien invisible qui le liait aux puissances qu'il avait jadis envoyées fut également rompu. Dès cet instant, Saruman n'était plus vraiment un magicien, il n'était plus qu'un homme, vide, déchu, privé de sa raison d'être. Et c'est là que réside le véritable secret des baguettes. Elles ne confèrent pas un pouvoir qui n'est pas déjà présent. Elles révèlent simplement ce qui existe au cœur d'un être, pureté, doute, ambition ou chute. Entre les mains d'un sage, un bâton devient un rempart. Entre les mains d'un orgueilleux, il devient un instrument de ruine.
Et ainsi commence la vieille règle tacite que même les magiciens redoutent. Celui qui porte un bâton n'est pas digne de le tenir. Et tous ceux qui le perdent ne perdent pas seulement un morceau de bois. Mais les bâtons des Istari n'étaient pas les seuls à obéir à cette règle ancestrale. Même dans les temps les plus reculés, bien avant que Gandalf ou Saruman ne foulent le sol de la Terre du Milieu, les grands esprits et les puissances occultes portaient des symboles reflétant leur nature. Pour les elfes, il s'agissait moins de bâtons que d'objets consacrés, mais pour les Maillards, ces êtres dont les magiciens eux-mêmes étaient issus, de tels points de focalisation revêtaient une importance particulière. Ils ne servaient pas à créer le pouvoir, mais à le lier, le limiter et le diriger. Lorsque les Valar envoyèrent les Citans Aditi vers les Istari, l'une des conditions les plus importantes fut leur limitation. Ils ne devaient ni apparaître dans toute leur majesté, ni régner avec une force ostentatoire, mais vivre sous l'apparence de vieillards, agissant uniquement par la sagesse, le conseil et une force bienveillante. Dans ce contexte, le bâton devint plus qu'un outil. Il devint le sceau de leur limitation. Il était en quelque sorte une encre qui incarnait leur véritable nature dans un corps mortel. Tant qu'un magicien restait fidèle à son devoir, ce lien le fortifiait, mais dès qu'il s'en écartait, le bâton se transformait d'un lien en une chaîne. Pour Saruman, il n'était plus le symbole du service, mais le dernier rempart d'un rôle qu'il avait déjà trahi intérieurement. C'est pourquoi Gandalf n'hésita pas lorsqu'à Orthanc, il leva son bâton et brisa celui du bâton blanc. Il rompit un lien depuis longtemps corrompu. À cet instant, une vérité que beaucoup n'avaient pas saisie se révéla. Un bâton ne peut être détruit par la simple force brute. Il ne se brise que lorsque l'ordre qu'il a créé a déjà rejeté son porteur. Gandalf, à cet instant, n'était pas simplement un magicien plus puissant, il était un instrument des lois anciennes, même sans le vouloir. Mais qu'advient-il d'un magicien dont le bâton demeure intact, mais dont l'équilibre intérieur commence à vaciller ? Dans ce cas, le bâton devient une pierre de touche, il amplifie chaque doute, chaque orgueil, chaque désir caché. Elle devient un miroir qui ne ment pas. C'est pourquoi certains magiciens craignent leur propre bâton plus que n'importe quel ennemi, car ils connaissent leur véritable nature mieux qu'eux-mêmes. On raconte que dans les confins de la Terre du Milieu, d'anciens bâtons gisent encore cachés, reliques de sorciers oubliés, perdus avant même que quiconque ne connaisse leur nom. Certains sont enfouis sous des ruines, d'autres reposent dans des forêts obscures où plus aucun oiseau ne chante. Ces bâtons ne sont ni bons ni mauvais. Ils attendent, et ils réagissent à celui qui les touche, non par magie au sens ordinaire du terme, mais par une mémoire qui sommeille au plus profond des bois. C'est peut-être là que réside le plus grand avertissement de l'ancienne loi. Une baguette ne choisit pas les puissants, elle reconnaît les sincères, et pourtant, ce sont souvent les plus mal intentionnés qui s'en emparent en premier, car le pouvoir attire non seulement les purs, mais surtout ceux qui se croient dignes de le recevoir. Ainsi, le bâton d'un magicien demeure l'une des choses les plus dangereuses de la Terre du Milieu, non pas à cause des sorts qu'il peut lancer, mais à cause de la vérité qu'il ne peut dissimuler. Plus on se rapproche de la véritable origine des bâtons magiques, plus il apparaît clairement qu'ils n'ont jamais été de simples objets, mais les témoins silencieux d'un pacte ancestral entre pouvoir et responsabilité. Bien avant les royaumes des hommes et même avant l'éveil des elfes, les puissances d'Arda reconnurent que tout pouvoir avait besoin d'un réceptacle, quelque chose pour le limiter, le contenir et le canaliser. Ainsi furent formés les premiers foyers et de ces formes primitives émergèrent plus tard les bâtons des magiciens. Un bâton n'est pas le fruit du hasard, il n'est pas simplement sculpté et remis à un magicien. C'est un choix qui s'opère, guidé ni par les mots, ni par le seul rituel. L'arbre dont il provient porte en lui la mémoire de la terre, de l'eau, du soleil et du temps. Et lorsque le moment est venu, ce bois répond à un esprit en accord avec sa nature. Alors seulement une branche devient un bâton,
et un fragment du monde, une extension de la volonté. Gandalf le savait, même s'il en parlait rarement. Il traitait son bâton avec un respect qui dépassait largement celui d'un simple outil. Il ne se contentait pas de s'y fier. Il lui parlait, écoutait ses avertissements silencieux, ressentait les changements qui s'opéraient en lui à l'approche du danger ou lorsque des décisions cruciales se profilaient dont l'issue déterminerait le destin de nombreux êtres. Entre ses mains, le bâton n'était jamais une arme, mais une limite, un rappel de l'étendue du pouvoir qu'il ne pouvait exercer. Pourtant, tous les magiciens n'étaient pas prêts à accepter cette limite. Certains voyaient en leur bâton non comme un avertissement, mais comme une promesse. Ils y voyaient la possibilité d'être plus, de changer davantage, de dominer davantage. Entre leurs mains, le bois commençait à s'assombrir presque imperceptiblement, comme une ombre légère sous l'écorce. Ce changement ne survenait pas soudainement, mais à chaque pensée de domination, à chaque instant d'arrogance, à chaque pas qui l'éloignait de l'humilité et du service. Selon les traditions anciennes, un bâton qui reste trop longtemps entre de telles mains commence à assouvir sa soif de pouvoir. Il puise l'énergie où qu'il la trouve, murmurant des possibilités, une force inexploitée, des chemins jamais empruntés. Et lorsque ce point est atteint, le bâton cesse d'être un outil, il devient la tentation. C'est ce que même les sages redoutent, non pas le sortilège lancé, mais la pensée qui y conduit. Un tel bâton ne peut être simplement détruit. S'il est brûlé, son souvenir demeure enfoui dans la terre. S'il est brisé, ses fragments conservent une puissance silencieuse. C'est pourquoi certains de ces bâtons ont été scellés dans des grottes profondes, engloutis dans des rivières ou emportés dans des lieux disparus jusque dans les cartes. Non par peur, mais par respect pour quelque chose de plus ancien que tout ordre. Et pourtant, une vérité demeure incontestable. Ce n'est pas le bâton qui détermine le destin du sorcier, c'est le sorcier qui donne un sens à son bâton. Il peut en faire un porteur de lumière ou un messager des ténèbres. Il peut le brandir pour se protéger ou comme une chaîne qui, en fin de compte, le retient prisonnier. Ainsi, la véritable loi du bâton magique ne réside ni dans le bois, ni dans sa forme, ni dans la mémoire de l'arbre, mais dans le silence de l'instant où un être décide de l'usage qu'il fera de son pouvoir. Et à cet instant précis, ce n'est pas seulement le destin du magicien qui se joue, mais aussi l'équilibre du monde. Au fil des siècles, tandis que les récits du monde se peuplaient de nouveaux noms, la connaissance de la véritable nature des baguettes s'estompa. Pour beaucoup, elles devinrent des légendes, des reliques d'une époque où la magie régnait encore librement. Mais les anciennes lois ne disparurent pas. Elles se retirèrent simplement, se dissimulant sous des strates d'oubli et de méfiance, attendant la prochaine personne assez forte ou assez faible pour les toucher. Gandalf savait qu'un jour son bâton ne serait plus entre ses mains, non pas qu'il puisse être détruit ou volé, mais parce que tout pouvoir, même le plus sage, doit un jour s'en séparer. Son bâton n'était pas destiné à durer éternellement, et encore moins à servir un nouveau porteur. Lorsque son temps en terre du milieu s'acheva, l'histoire de ce bâton s'achèverait elle aussi, discrètement, avec grâce, sans témoin. Et c'est là que résidait sa pureté. Un bâton dont le chemin ne s'achève ni dans l'avidité ni dans le sang, dont le bois n'a pas été marqué par de sombres désirs, retourne au monde d'une manière que peu reconnaissent. Il redevient ce qu'il était autrefois, partie intégrante de la terre, partie intégrante du vent, partie intégrante d'un chant plus ancien que le langage. Et dans cette transition, il ne perd rien de sa dignité, mais accomplit sa raison d'être ultime. Pourtant, tous les bâtons ne trouvent pas cette paix. Certains demeurent cachés dans des lieux oubliés, portés par les souvenirs de ceux qui les ont utilisés. Ils n'attendent pas activement, ils n'appellent pas. Et pourtant, ceux qui aspirent au pouvoir se sentent mystérieusement attirés par eux. Tel un souffle léger sous la terre, le bois ancien murmure des possibilités, des chemins au-delà des limites de l'ordre établi,
et ceux qui sont déracinés perçoivent dans ce murmure une promesse plutôt qu'un avertissement. Voici la vérité ultime et la plus profonde de la loi ancestrale. Un bâton n'est pas un commencement, c'est une épreuve. Il ne révèle pas le pouvoir, il exige une décision. Ce n'est pas un don, mais un miroir. Et ceux qui regardent à l'intérieur ne voient jamais ou pas sa force, mais sa véritable essence. À une époque marquée par les épées, les couronnes et les alliances, un simple bâton de bois peut paraître insignifiant. Pourtant, entre les mains d'un magicien, il porte le poids de mondes entiers. Il est l'équilibre entre l'ordre et le chaos, entre le service et la maîtrise, entre la lumière et l'ombre. C'est peut-être la véritable raison pour laquelle les magiciens n'ont jamais été représentés sans leur bâton. Non pas qu'ils en aient besoin, mais parce qu'il leur rappelait sans cesse que tout pouvoir, aussi grand soit-il, doit être limité, encadré et mis à l'épreuve. Ainsi, tandis que de nouvelles histoires naissent et que d'anciens noms s'effacent, quelque part, au plus profond de la terre du milieu, l'écho silencieux de cette loi demeure. Tant qu'un être cherchera à exercer le pouvoir, un bâton existera pour le mettre à l'épreuve, et tant qu'un bâton existera, le monde demandera à des mains sages de le tenir.